Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir une présentation de Daniel Nadeau, qui est prof en génie civil au département de génie civil et génie des eaux à l'Université Laval. Daniel, ses principaux intérêts de recherche, c'est sur l'hydrologie des régions froides, puis il focus beaucoup sur les échanges eau-énergie entre la surface et l'atmosphère. Puis je dirais aussi que c'est un plaisir de l'avoir parce que si je dois donner un prix à Daniel, je dirais que c'était vraiment un gentleman. C'est toujours un plaisir de voir cette présentation. Donc, Daniel, je te laisse présenter sur les rivières atmosphériques en hiver, quels impacts pour l'hydrologie au Québec. Juste une petite conséquence avant que tu prennes le contrôle, une petite conséquence, excusez, petite, pas conséquence, euh, façon de faire, s'il vous plaît, gardez vos micros fermés. Vous pouvez mettre des questions dans la conversation, puis il va y avoir une période de questions à la fin où je pourrai les lire, puis en même temps prendre celles dans la salle. OK, merci. Tout le monde m'entend bien, tout le monde voit bien les diapos. Oui, c'est bon. OK, super. Ben, salut tout le monde. Hey, merci pour la belle introduction, Dominique. Je suis très flatté. Donc, je travaille effectivement dans le domaine de l'hydrologie des régions froides. Puis c'est un plaisir aujourd'hui de vous parler. J'aurais aimé ça être sur place. J'avais 2 heures de mécanique des fluides à donner ce matin, là, fait que je ne pouvais pas faire fitter ça avec une visite sur place à Ouranos. Mais je suis là pour vous parler d'un sujet de recherche qui est vraiment fascinant, qui a commencé à nous intéresser il y a quelques années. Ce sont des travaux émergents qu'on a sur les rivières atmosphériques en hiver. On s'intéresse, nous, à leur impact hydrologique. Je vais présenter aujourd'hui des travaux d'Alexis Bédard-Terrien, Dimitri Perchine et Benjamin Bouchard, que je remercie très sincèrement. Un grand merci aussi à mes collaborateurs, François Anctil et Michel Barrère, de même qu'au ministère de la Sécurité publique pour le financement des travaux, et à Hydro-Québec pour la belle collaboration, le partage de données. Donc, je veux nous ramener à une période relativement récente, une période assez sombre là, du passé récent au Québec, la pandémie en 2020. Rappelez-vous, en décembre, le moral est au plus bas. Puis pour couronner le tout, la journée même de Noël, on a un énorme système qui nous amène une quantité incroyable de précipitations. Dans le bassin versant de la rivière Montmorency, près de Québec, on a mesuré 105 mm de pluie en 30 heures. Donc, évidemment, la rivière Montmorency est devenue en crue. Elle s'est déchaînée comme on le voit ici sur la photo. Bon, au Québec, il y a toujours des kayakistes qui sont contents dans ces conditions-là, mais on ne peut pas dire que c'était tout à fait le même enthousiasme du côté des centaines de résidents qui ont dû être évacués pour l'occasion. Quelques années plus tard, toujours en décembre, mais cette fois-ci vers la mi-décembre, on a eu un épisode similaire aussi qui a déversé une quantité de précipitations dépassant les 100 mm à peu près dans le même temps, qui a mené encore une fois à des inondations. Et puis là, nous, on a commencé à se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est typique de voir ce genre d'événement-là au Québec, fin décembre, autant de précipitations en aussi peu de temps? Une des choses qu'on a commencé par faire, c'est regarder le débit de la rivière Montmorency. On mène beaucoup de travaux dans ce bassin versant-là. Donc, on a ici un hydrogramme où on a les valeurs journalières de débit qui sont représentées comme des traits gris sur la période 970 à 2024. Et puis, on a aussi le débit moyen annuel, là, donc pour chacune des journées de l'année, qui apparaît comme un trait plein noir. Et on a pour chaque année la valeur maximale de débit qui a été observée. Et on le sait au Québec, que les débits, les valeurs maximales annuelles de débit sont typiquement observées au printemps, mais on a quand même quelques points qui sont au-delà de cette période printanière ici. Puis on a nos deux événements ici de décembre 2020 et 2023 qui nous laissent croire qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. Puis même un de ces deux-là, celui de décembre 2020, a mené au débit maximal annuel de cette année-là. C'est quand même particulier de voir ça aussi tard dans la saison. Fait qu'est-ce qui se passe exactement? Fait que pour tenter d'y répondre, une partie de la réponse, ça se trouve quand on regarde ici l'évolution du transport intégré de vapeur d'eau. Donc là, je sais que là, à distance, peut-être l'animation, c'est un petit peu saccadé, je m'en excuse. Mais qu'est-ce qu'on voit ici, en fait, c'est dans un cas comme dans l'autre, une quantité incroyable de vapeur d'eau là, qui a passé au-dessus du sud du Québec. Puis une structure aussi qui est plutôt allongée, typique de ce qu'on appelle une rivière atmosphérique. En fait, phénomène de rivière atmosphérique, j'ai une image satellite ici. On est du côté de l'océan Pacifique, sur la côte ouest de l'Amérique du Nord.
C'est un phénomène qui est bien connu. Quand on parle de rivière atmosphérique, là, c'est pas rivière au sens propre, c'est-à-dire de l'eau liquide qui circule là, dans les nuages. C'est vraiment donc une quantité importante de vapeur d'eau, une bande longue et étroite de vapeur d'eau. On a ici, en fait, ce qu'on appelle le Pineapple Express, qui est une rivière atmosphérique très connue, là. Pourquoi on dit express? Parce que ça circule très vite. Puis pourquoi Pineapple? C'est que ça va avoir tendance à passer au-dessus d'Hawaï où on a une grande production d'ananas. Et puis ce type de phénomène-là va être connu pour déverser des quantités importantes de précipitations lorsque ça va toucher la côte, que ce soit du côté de la Californie ou de l'Ouest américain ou canadien de façon générale. Bon, moi, je travaille en hydrologie. Fait que je sais qu'à Uranus, il y a plein de gens qui sont spécialistes de la météo, de la climatologie. Fait que je vais tenter de fournir une explication de dans quel contexte est-ce qu'on retrouve une rivière atmosphérique, mais sachez que notre angle d'attaque dans le cadre de la recherche, c'est très hydrologie. Donc, typiquement, ici, on a une dépression avec un système de front chaud, front froid. Et là où on va trouver une rivière atmosphérique, ça va être donc un petit peu en avant du front froid dans un cyclone extratropical. Donc, on voit cette structure allongée là, ici, avec des quantités importantes de vapeur d'eau qu'on va retrouver. Donc, si je dis c'est typiquement là qu'on va retrouver des rivières atmosphériques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rivière atmosphérique si on n'a pas de cyclone, ou ça ne veut pas dire que tous les cyclones vont avoir une rivière atmosphérique, mais ça tend à être à cet endroit-là, là, un petit peu en avant du front froid, où on va observer cette bande de concentration de vapeur d'eau qui est très importante. Quand cette bande de vapeur d'eau-là, comme je disais tout à l'heure, va toucher la Terre, bien, on va avoir un panache d'air chaud et humide qui va être forcé de s'élever à la rencontre d'une barrière topographique, comme par exemple ça, du côté de la Californie, fait qu'on peut penser à la chaîne des Sierra Nevada. Puis on a de l'air chaud et humide qui est forcé de s'élever rapidement, fait qu'on a un refroidissement rapide d'air humide. On va avoir de la condensation, puis on va avoir donc formation de précipitation là, sur le schéma ici qui nous vient de la NOAA. On voit qu'on a de la précipitation liquide et solide. Cette quantité de précipitation-là là, va tendre à être très importante. Okay? Donc, ça peut être de la précipitation qui est très soutenue, au point où, dans les dernières années, bien, le domaine de recherche sur les rivières atmosphériques a littéralement explosé. Puis, on a même une échelle de classification de rivières atmosphériques qui a fait son apparition un petit peu à l'instar de ce qu'on trouve pour les ouragans. Donc, je vous présente ça ici. On peut regarder du côté gauche de la diapo. Donc, on voit le transport intégré de vapeur d'eau que je vous avais présenté tout à l'heure, qui est du côté de l'ordonnée. Et en abscisse, on a la durée de la rivière atmosphérique. Et on a différentes catégories. Donc, en blanc, bien, déjà, on va dire que ce n'est pas une rivière atmosphérique parce qu'il n'y a pas assez de vapeur d'eau pour être considérée comme telle. Et après, on a un code de couleur, en fait, qui nous amène de catégorie 1 jusqu'à 5. Donc, 1 de 5 étant, en fait, les rivières atmosphériques de type exceptionnel avec énormément de vapeur d'eau et des durées qui vont être très importantes. Ce qui est intéressant sur cette échelle de classification, c'est qu'on va basculer, en fait, là, quand on est du côté de la catégorie 1, des rivières atmosphériques qui vont être considérées comme bénéfiques parce qu'elles vont fournir de l'eau, de la précipitation dans des endroits qui pourraient être arides comme en Californie. On va basculer donc de bénéfices vers des conséquences qui vont être pas mal plus fâcheuses. Donc, une catégorie 5 là, va être considérée comme une rivière atmosphérique qui est dangereuse parce qu'elle peut amener à des inondations, des glissements de terrain. Donc, c'est quelque chose d'important à considérer. On a ici une représentation de cette classification-là qu'on peut appliquer dans une approche eulérienne où on pourrait se dire, par exemple, on se situe à un point dans l'espace, puis on va regarder le système passer sur nous, puis on va regarder c'est quoi le transport maximal de vapeur d'eau qu'on va localiser à cet endroit-là, puis c'est quoi la durée de l'événement. Donc, on est capable, pour différents points, de sortir une catégorisation de notre rivière atmosphérique comme ça. Donc, on a parlé de la Californie, les rivières atmosphériques. D'ailleurs, plus tôt cette semaine, je disais qu'il y avait un passage de rivières atmosphériques dans l'ouest du Canada, en Colombie-Britannique. Puis je veux revenir sur un événement marquant qui est survenu en 2021. Si vous vous rappelez bien, en 2021, c'était l'année où en Colombie-Britannique, on avait eu, puis en Alberta aussi,
On avait eu l'épisode, le fameux épisode de dôme de chaleur qui avait amené des températures extrêmement élevées, là, 50 degrés à l'été. On avait eu des feux de forêt majeurs pendant tout l'été. Et comme si ce n'était pas assez pour la pauvre Colombie-Britannique, mais en novembre 2021, on a une série de rivières atmosphériques qui a déferlé sur la province, qui a déversé par endroits là, des quantités de précipitations hallucinantes là, de l'ordre de 250 à 300 mm en 48 heures. Puis il en a résulté de nombreuses inondations, des bris majeurs d'infrastructures. Et puis ça, bien, on sait maintenant qu'il s'agissait de rivières atmosphériques de catégorie 5. Donc, il y a des études qui ont été faites sur cette question-là. Fait qu'on on comprend maintenant que les rivières atmosphériques dans l'ouest du pays, c'est quelque chose qui est bien connu, qui est étudié, mais nous, on s'est posé la question, en repensant aux épisodes avec lesquels j'ai commencé ma présentation de 2020 et 2023, est-ce qu'on en a aussi des rivières atmosphériques à quoi ça ressemble là, pour l'Est du Canada, pour le Québec plus précisément. Donc, dans le cadre de ces travaux de maîtrise que j'ai ici, Clarence Gagnon, que j'ai dirigé, qui était co-dirigé par Alejandro Di Luca de l'UQAM, on s'est intéressé aux liens entre les rivières atmosphériques et les inondations. Je ne vais pas présenter ces travaux-là aujourd'hui, mais ça, c'est une figure là, qui est extraite d'un papier de Guan et Walliser dans JGR en 2015 qui nous montre le transport intégré de vapeur d'eau. Donc, on a des flèches ici. Là, plus la flèche est longue, plus on a un transport intégré de vapeur d'eau qui est important. Puis, on a un code de couleur qui montre en fait la fréquence annuelle d'occurrence de rivières atmosphériques. Puis, pourquoi je mets la photo de Clarence? C'est que c'est une figure que j'ai tirée de son mémoire là, auquel elle référait pour nous montrer que, ben oui, en lien notamment avec la trajectoire de tempête qu'on sait au Québec, plusieurs vont tendre à longer la côte atlantique, on sait qu'on a des rivières atmosphériques qui vont passer. Quand elles vont passer, les rivières atmosphériques en hiver, on va le voir plus tard dans la présentation, qu'elles vont tendre à survenir sous forme de pluie. Pas seulement, ça pourrait survenir aussi sous forme de neige, où il pourrait simplement ne pas avoir de précipitation aussi qui est associée. Mais lorsqu'on a un épisode de pluie qui est associé à une rivière atmosphérique, donc un épisode de pluie sur neige, bien ça, là, c'est quelque chose qui est très compliqué. Puis pour savoir si notre épisode de pluie va résulter en quelque chose de catastrophique, comme on le voit à gauche, ici en lien avec l'épisode de Noël 2020, bien, il faut se poser la question comme hydrologue, quelle est la fraction de la pluie qui va repartir comme ruissellement ou qui va être absorbée par le couvert? Quelle est la quantité de fonte aussi qui va s'additionner à cette précipitation-là? Quel va être donc le ruissellement? Combien je vais en avoir? Puis quand aussi? Donc, ça, honnêtement, là, depuis que j'ai commencé ma carrière en hydrologie, je dirais que c'est le sujet de recherche le plus compliqué sur lequel j'ai travaillé. On a eu plusieurs étudiants qui ont travaillé sur cette question-là puis continuent de le faire. C'est fascinant, mais il y a plusieurs gros défis. Donc, ça nous amène aux questions de recherche pour la présentation aujourd'hui qui vont vraiment donc structurer le tout. J'en ai trois. Donc, la première question de recherche, c'est on s'intéresse à la réponse hydrologique lors de ces épisodes de pluie sur neige associés aux rivières atmosphériques. Donc, on veut identifier cette réponse hydrologique. Ensuite, on va s'intéresser aussi à la question de la fonte. Quels sont les moteurs de la fonte lors de ces événements? Et on va s'intéresser à un type d'inondation qu'on voit malheureusement assez fréquemment au Québec, les inondations en présence de glace. Donc, on va voir le rôle que jouent les rivières atmosphériques dans ce type d'inondation-là. On va commencer avec la première question de recherche. Elle fait appel, en fait, elle fait écho aux travaux d'Alexis Bédard-Terrien. Alexis, qui est un étudiant en doctorat que je dirige, donc, qui est co-dirigé par mon collègue François Anctil, ici à l'Université Laval. Et dans le cadre de sa thèse de doctorat, lui, il s'intéressait donc aux épisodes de pluie sur neige. Puis son deuxième manuscrit, qui devrait être bientôt soumis à la revue Hydrology and Earth System Sciences, porte sur cette question-là. Donc, la question qu'on voit à l'écran, là, c'est vraiment l'objet du deuxième article d'Alexis. Donc, dans le cadre des travaux d'Alexis, on a établi une belle collaboration avec nos collègues du côté de l'Hydro-Québec, en particulier Sarah-Anne Piscopo, que je remercie grandement. Donc, on a tiré profit d'un réseau de mesures météorologiques et niveaumétriques qui est très impressionnant. En fait, on le voit ici. Donc, chaque point, c'est un lieu où on avait des données sur la météo, sur la neige.
Donc, nous, on s'est intéressé à la période de novembre à mai, et puis de 2016 à 2024, ce qui nous donne grosso modo 213 sites année. Et on voit en fait que ben, les différents sites du réseau d'Hydro-Québec, ben, sans surprise, sont reliés au positionnement des complexes hydroélectriques. Là, on voit par exemple juste ici là, le complexe Romaine, on a Manicouagan, le secteur de la baie James. Fait que nous, à chacun de ces sites-là, on avait des informations sur la précipitation, la température de l'air, la vitesse du vent, mais on avait aussi des données assez uniques de suivi de l'équivalent en eau de la neige. Donc, juste parler brièvement, l'équivalent en eau de la neige, c'est une variable qui est vraiment importante pour les hydrologues. Ça correspond à la lame d'eau qu'on obtiendrait si on faisait fondre le couvert de neige. Puis Hydro-Québec a déployé dans les dernières années un vaste réseau de mesures de l'équivalent d'eau de la neige qui est basé sur une technique de suivi du rayonnement gamma passif. Donc, l'idée ici, c'est que le sol va émettre naturellement du rayonnement gamma. Puis là, lorsqu'on a la présence de neige qui s'accumule au sol, bien, ce rayonnement gamma-là va être atténué. Donc, nous, si on déploie un appareil là, comme celui que vous voyez ici, qui est appelé typiquement dans le domaine là, un GEMON, c'est commercialisé maintenant par Campbell Scientific sous un autre nom, là, mais les gens hydro, ils continuent d'appeler ça des GEMON. Fait que si on déploie un GEMON ici comme ça, puis on fait le suivi du rayonnement gamma émis par le sol, bien, plus il va être atténué, plus ça va nous dire qu'on a un stock de neige qui est important. Nous, on a utilisé ces données-là. On voit un exemple de GEMON qui est déployé ici sur le terrain. Là. C'est dans le cadre des travaux de Dimitri dont je vais vous parler dans un instant. Fait que ça ressemble à ça. Ça pointe ici vers le bas, puis ça va sentir l'effet d'une zone qui est de plusieurs dizaines de mètres carrés, disons. Nous, donc la question, si on se souvient bien, si on s'intéresse à l'impact hydrologique, nous, en fait, cet impact hydrologique-là va prendre la forme du ruissellement potentiel. Je vous explique ce que c'est. Donc, supposons qu'avant notre épisode de précipitation, on a une certaine hauteur d'équivalent en eau de la neige au sol. Puis là, bien, survient l'épisode de précipitation qui peut nous amener de la pluie ou de la neige, là, mais nous, on va surtout s'intéresser au cas où il y a de la pluie. Donc, on a cette lame d'eau-là qui est incidente à notre couvert de neige. On a de la fonte qui va se produire, puis on va avoir une variation de l'équivalent en eau de la neige. Puis on va être capable donc d'en tirer ce qu'on va appeler le ruissellement potentiel. Là, ce qui est appelé aussi dans le domaine en hydrologie, là, les apports verticaux là, qui vont sortir du couvert de neige. Nous, on appelle ça ruissellement potentiel parce que, en fait, c'est un ruissellement qui pourrait se produire, mais il y a une partie qui pourrait être aussi infiltrée par le sol. Donc, c'est vraiment ce qui va sortir à la base du couvert de neige qui va être incident au sol. Comme je dis, il y a une partie qui peut ruisseler, il y a une partie qui peut s'infiltrer. Mais nous, on s'intéresse vraiment à ce qu'on appelle le ruissellement potentiel. Donc, on ne va pas regarder qu'est-ce qui ruisselle, qu'est-ce qui s'infiltre. On s'intéresse uniquement au ruissellement potentiel comme ça. Là, je reviens à notre épisode de décembre 2020, qui est un des plus gros épisodes de notre base de données, en fait. Puis là, on voit deux choses. Donc, on va commencer par le panneau du bas. En fait, on voit la précipitation qui a été enregistrée autour de cet épisode-là. Donc, avec un petit peu de neige, principalement de la pluie. Puis juste en haut, bien, on a l'évolution de l'équivalent en eau de la neige au cours de l'épisode. La particularité de l'appareil du GEMON, c'est que lui, en fait, il intègre des données sur un certain nombre d'heures. Il prend du temps à s'actualiser. Donc, il y a un certain délai. OK? En fonction de ce délai-là, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il fallait donc, pour calculer la variation de l'équivalent d'eau de la neige, il fallait donc aller identifier la position d'un minimum local pour dire, OK, ben, on avait notre équivalent en eau initial, on va aller jusqu'à notre minimum local, puis ça me permet de trouver notre variation de l'équivalent en eau de la neige. C'est ce qui va être utilisé dans le calcul du ruissellement potentiel. Ça, c'est du côté des observations qu'on a au sol. Maintenant, ben, c'est une présentation sur les rivières atmosphériques. Qu'est-ce qu'on fait avec la détection des rivières atmosphériques? C'est qu'on va utiliser une base de données. Il y en a plusieurs qui existent, mais nous, on va utiliser une base de données qui s'appelle EDARA. Donc, ça a été publié par mot dans Scientific Data en 2024. C'est basé sur des données de réanalyse d'ERA5. Et on va s'intéresser de nouveau à ce transport intégré de vapeur d'eau, TVI. Et donc, cette base de données-là, où on a détecté la présence de rivières atmosphériques, on a des valeurs aussi de TVI qui sont associées.
Nous, on va simplifier un petit peu la classification que je vous avais présentée tout à l'heure. On va en fait définir 3 catégories de rivières atmosphériques en fonction de la durée de l'événement et du TVI maximal qui va avoir été observé pour une tuile, donc l'approche eulérienne dont je parlais tout à l'heure. Donc, les 3 catégories de rivières atmosphériques, bien, ce sont des rivières atmosphériques fortes, faibles, ou simplement, en fait, une absence de rivières atmosphériques. Donc, 3 catégories possibles. Fait qu'on voit, par exemple, que les rivières atmosphériques fortes vont être celles où on va avoir observé des valeurs importantes de transport de vapeur d'eau qui dépassent un certain seuil et qui vont avoir donc une durée qui est importante, donc parfois au-delà de 48 heures. Ensuite, on a des valeurs intermédiaires où on se retrouve en présence de faibles rivières atmosphériques. Et finalement, tout ce qui est en bas d'un TVI max de 250 kg par mètre par seconde, ben ça me donne ce qu'on appelle une absence de rivière atmosphérique. Puis ça, c'est basé en fait sur des valeurs seuils qui ont été publiées par Ralph et al. Dans BAMS en 2019. Donc, on va aller maintenant du côté des résultats. Comme je l'expliquais tout à l'heure, les rivières atmosphériques, donc on peut avoir absence de précipitation, on peut avoir précipitation solide et précipitation liquide. Là, ici, ce que vous voyez, c'est que pour chacun des événements, on va aller s'intéresser au transport intégré de vapeur d'eau maximal qui a été observé durant la période. Puis on va faire ensuite des statistiques pour voir la fraction des rivières atmosphériques qui ont mené à de la pluie. Puis ce qu'on constate sur ce graphique-là, c'est que plus on a un TVI max qui est élevé, plus les rivières atmosphériques tendent à tomber sous forme de pluie. Ce qui est quand même attendu, mais on l'observe bien dans notre jeu de données. On était content de ça. Ensuite, à travers la base de données, on a enregistré 154 épisodes de pluie sur neige à travers les différents sites que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, on a ici la répartition saisonnière de ces 154 épisodes-là. C'est en fait divisé en 3 catégories. Donc, les épisodes qui surviennent en début de saison, les mois de novembre-décembre, les épisodes qui surviennent en mi-saison, janvier, février, mars, et fin de saison, mais là, on a avril-mai. On voit que la majorité, en fait, qu'on a beaucoup d'épisodes vers la fin de saison, un petit peu moins en début de saison et pas tant en fait en mi-saison. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces événements-là se distribuent selon les rivières atmosphériques de forte ou faible intensité ou aucune rivière atmosphérique. 83% des épisodes de pluie sur neige sont causés par des rivières atmosphériques et on a davantage de rivières atmosphériques fortes qui surviennent en début de saison. Donc, on peut faire le parallèle avec ce qui avait été présenté un petit peu plus tôt là, dans la présentation, quand on avait les épisodes en décembre, on se souvient. Donc, des fortes rivières atmosphériques tendent à survenir en début de saison. On s'intéressait aussi à la distribution des conditions météorologiques en présence de rivières atmosphériques. Donc, on a ici les 3 distributions pour des rivières atmosphériques fortes, faibles ou en absence de rivières atmosphériques pour la température de l'air, la précipitation totale et la vitesse du vent. On remarque que les rivières atmosphériques vont nous amener des conditions plus chaudes, plus humides et plus venteuses. Donc, on voit ici, en fait, un léger décalage de la distribution ici vers la droite. On remarque aussi que les valeurs les plus extrêmes vont être observées pour les cas de rivières atmosphériques fortes ou faibles. Et ça, c'est important de réaliser ça parce que quand on va parler tout à l'heure des moteurs de la fonte, on va réaliser que la présence de températures de l'air qui sont élevées et de fortes vitesses de vent vont avoir un rôle important, vont contribuer à hausser le ruissellement potentiel. Parlant de ruissellement potentiel, j'ai quelques graphiques à vous présenter. Donc, la réponse du couvert de neige, on remarque qu'elle varie selon les saisons. J'ai en fait de nouveau 3 graphiques à vous montrer suivant le début, le milieu et la fin de saison. Donc, pour le début de saison, ce que je vous montre ici, en fait, c'est la relation entre le ruissellement potentiel et l'équivalent en eau de la neige initiale, c'est-à-dire le stock de neige qu'on a au sol au début de notre événement de pluie sur neige. Ça, c'est pour le début de saison. Et ce qu'on remarque, c'est que le ruissellement potentiel tend à augmenter plus l'équivalent en eau de la neige au sol est grand.
Donc, on a un effet d'amplification ici. C'est-à-dire qu'on a nos systèmes qui vont passer au-dessus du couvert. Puis, en début de saison, plus il est épais, plus ce couvert-là va contribuer au ruissellement potentiel. Puis, ce n'est pas quelque chose qu'on observe plus tard en saison, que ce soit entre les mois de janvier à mars ou avril ou mai. On n'a pas cet effet d'amplification-là de l'équivalent en eau de la neige au sol là, initial au moment de l'événement. Ensuite, on s'intéresse aux composantes du ruissellement potentiel. On peut regarder d'abord à gauche. On a le ruissellement potentiel qui est présenté lui-même. Donc, en début de saison, en mi-saison et en fin de saison, selon la présence de rivières atmosphériques fortes, faibles ou en absence de rivières atmosphériques. Et de nouveau, on remarque que les épisodes intenses, là, avec les valeurs de ruissellement potentiel les plus élevées, tendent à survenir en début de saison. On remarque aussi, puis là, ça je trouve vraiment intéressant de montrer ça à droite, c'est le rapport entre la pluie, qui est une composante importante du ruissellement potentiel, qui est normalisée par le ruissellement potentiel. Puis on a de nouveau, pour les 3 moments en fait dans la saison. Puis ce qu'on remarque ici, c'est que les épisodes de début de saison tendent à être dominés par la pluie, donc avec un rapport pluie sur ruissellement potentiel là, qui tend à être supérieur à 0,5, alors qu'on a une contribution de la fonte qui est pas mal plus importante là, pour les épisodes de fin de saison. Donc, je parle de fonte ici, puis ça nous amène à notre deuxième question de recherche qui a été, elle, adressée par Dimitri Pershin. Dimitri, qui est un étudiant aussi au doctorat dans mon équipe, qui est co-dirigé par Michel Barrère de l'ETS. Dimitri, c'est quelqu'un qui a fait énormément de travail de terrain à notre site que je vais vous présenter tout à l'heure. Puis, ce que je vais vous présenter, en fait, ce sont des résultats qui sont en train d'être consignés dans un manuscrit qui devrait être soumis sous peu à la revue de Cryosphere. La question d'intérêt ici, c'est quels sont les moteurs de la fonte lors des épisodes de pluie sur neige, plus particulièrement, puis on va faire un lien aussi avec le passage de rivières atmosphériques. Juste avant que je présente le time-lapse, je veux vous parler que Dimitri avait la chance d'avoir son dispositif expérimental en fonction en décembre 2023, lors du deuxième épisode, quand j'avais débuté la présentation, j'avais parlé de 2 épisodes importants, un en décembre 2020 et un en décembre 2023. Le dispositif de Dimitri fonctionnant de décembre 2023, et c'est très instructif d'avoir des caméras de chasse sur le territoire, non seulement pour regarder s'il y a des orignaux qui se baladent, mais aussi pour faire un suivi de l'évolution du couvert de neige puis des conditions météo de façon générale. Puis là, ici, on a donc un accéléré de ces images-là autour de l'épisode. Puis vous voyez vraiment, en fait, la fonte du couvert, l'abaissement de la hauteur de neige au fil de l'épisode. Puis malgré qu'elle soit imparfaite, les mesures de température de l'air, c'est donné par la caméra de chasse. Ce n'est pas très précis, mais on voit qu'on atteint même 7 degrés là, le 18 décembre. On voit bien une fonte du couvert. Qu'est-ce qui est derrière ça? C'est quoi les apports d'énergie, les moteurs de cette fonte-là? Pour s'y intéresser, bien, on doit passer par le bilan d'énergie de la neige. Donc, quelques notions de base ici. La fonte de neige, en fait, c'est un processus qui est endothermique. On a besoin de fournir de l'énergie à la neige pour qu'elle puisse fondre. Il y a différents apports énergétiques possibles. Un premier apport, c'est un apport sous forme de rayonnement. Puis j'en distingue 2 types. Le rayonnement que vous voyez à gauche ici, c'est ce qu'on appelle le rayonnement onde courte, donc dans le visible. Évidemment, il y a une fraction de ce rayonnement-là qui va être réfléchie en fonction des propriétés réfléchissantes de la surface. Puis si on a de la neige récente, on sait qu'il y a une grande partie du rayonnement qui va être réfléchi. On a ensuite un rayonnement, donc vous voyez, j'ai tenté de l'illustrer ici, un rayonnement avec une longueur d'onde plus grande, qui est plutôt du côté de l'infrarouge. Ça va être dû à la présence de l'atmosphère qui va, elle, émettre du rayonnement dans cette plage de longueur d'onde-là. Puis on a le sol qui va lui-même émettre aussi un certain rayonnement. Donc, quand on regarde l'apport d'énergie sous forme de rayonnement, il faut s'intéresser à la valeur nette qu'on va appeler le rayonnement net. On a aussi le sol qui va fournir de la chaleur, le sol qui peut être chaud, par exemple, en début de saison, puis qui va réchauffer la neige par la base. On a la pluie elle-même qui va apporter de l'énergie au couvert de neige. On peut penser à, disons, des gouttelettes de pluie
à une température de 7 à 10 degrés, qui, lorsqu'elles vont entrer en contact avec la neige, ben, vont progressivement relâcher leur énergie. Et on a un truc qui est un petit peu plus compliqué à comprendre, là, qui s'appelle le flux de chaleur turbulent. Fait que je vais vous l'expliquer. En fait, il y en a deux types de flux de chaleur turbulent. Donc ça va être dû en fait aux échanges d'énergie entre la surface terrestre et l'atmosphère. Euh, Puis il y en a deux types d'échanges. Des échanges sous forme sensible qui vont être dus à des différences de température. Fait qu'on peut s'imaginer, par exemple, comme tout à l'heure, on avait de l'air qui était à 7 degrés, environ 7 degrés Celsius. Si on a de l'air à 7 degrés Celsius qui passe au-dessus d'un couvert de neige, puis on a quand même pas mal de vent, ben, il va y avoir un transfert de chaleur de l'air vers la neige. Donc ça va contribuer à réchauffer la neige puis éventuellement à la faire fondre. Ça, c'est un transfert de chaleur sensible qu'on appelle. On a aussi un transfert de chaleur latent qui est, lui, dû à la condensation. Donc, on peut avoir de l'air humide qui, au contact du couvert de neige froid, va être forcé de se condenser, puis en se condensant, bien, ça va relâcher de l'énergie qui peut être absorbée par le couvert de neige. Fait que ces deux types d'énergie-là, les flux de chaleur sensibles et latents, contribuent donc au réchauffement du couvert de neige, puis éventuellement à la fonte. Et Dimitri, ce qu'il a fait dans le cadre de ses travaux, c'est qu'il s'est intéressé à mesurer ces différents apports d'énergie-là au couvert de neige. On est du côté de la forêt Montmorency. Là, ceux qui me connaissent, vous savez qu'on est très actifs là, dans mon équipe, dans celle de François, à ce site-là. Donc, 47 degrés nord, on est environ à 1 heure de route au nord de la ville de Québec, à la limite sud de la forêt boréale. Et Dimitri, lui, s'est intéressé à mesurer le bilan d'énergie de la neige dans trois types d'environnements qui composent le couvert forestier, en fait, donc un couvert forestier qui est aménagé. Donc, on a un lieu où on est, un site qu'on appelle Régénération. En fait, c'est une coupe récente là, avec un diamètre d'environ 400 mètres, où là, on a différents appareils qui ont été déployés. On a aussi une trouée forestière avec un diamètre de 20 mètres là, qui a été instrumentée. Finalement, on a pris des mesures sous les arbres. Donc, nous, on se dit que quand on s'intéresse à la réponse d'un milieu forestier à des épisodes de pluie sur neige au passage des rivières atmosphériques, bien, le couvert forestier, c'est une mosaïque de différents types d'occupation du sol, puis on croit qu'avec ce dispositif expérimental-là, on est capable d'assez bien couvrir le tout. Et puis, ce qu'on fait à ces sites-là, c'est qu'on a des stations de mesure qui sont déployées. Je ne vais pas entrer dans les principes de fonctionnement des appareils, mais sachez qu'on a plusieurs stations automatiques qui nous permettent de faire des mesures directes des flux. Par exemple, les flux turbulents dont je parlais tout à l'heure, la tour que vous voyez ici dans le site ouvert là, nous permet de faire un suivi de tout ça. On a des appareils de mesure aussi dans les trouées, au-dessus de la canopée, à l'intérieur de la canopée. Puis combiné à tout ça, bien, Dimitri et plusieurs autres personnes de mon équipe là, vont régulièrement sur le terrain, font de l'échantillonnage de neige et essaient de comprendre là, la réaction du couvert de neige là, autour de ces épisodes-là. On va aller maintenant du côté des résultats. Puis en fait, Dimitri, lui, donc, en s'intéressant aux hivers 2023-24 et 2024-25, s'est retrouvé avec 17 épisodes qui ont été observés. Donc là, je vous explique qu'il va y avoir quand même beaucoup d'informations sur cette diapo-là, fait que je vais faire apparaître les choses progressivement. Donc d'abord, j'ai gardé en place le bilan d'énergie là, pour ceux et celles qui sont moins habitués pour que vous puissiez vous y référer en lien avec mes explications tout à l'heure. Sachez que ce que je vais vous montrer ici, en fait, ça réfère aux observations qu'on a effectuées ici du côté de notre site ouvert, donc le site qu'on appelle Régénération. Ensuite, je fais apparaître les épisodes ici qui sont de nouveau triés en fonction du moment où ils surviennent, donc début de saison, mi-saison, fin de saison. Puis on a la pluie totale qui a été observée pour chacun des épisodes. Ensuite, pour chacun des épisodes au site Régénération, voici l'importance relative des différents moteurs de la fonte. Donc, vous avez en jaune le rayonnement, en bleu les flux de chaleur turbulents, en mauve l'apport de chaleur par la pluie et en brun, on a le flux de chaleur dans le sol. Et il y a des trucs vraiment fascinants qui ressortent de ce graphique-là. D'abord,
Le rayonnement et les flux de chaleur turbulents dominent. Ce sont les principaux apports d'énergie au couvert de neige. Puis, souvenez-vous, tout à l'heure, on a parlé que les rivières atmosphériques amenaient des conditions qui étaient venteuses avec des températures de l'air élevées. Euh, donc ça va favoriser des flux de chaleur turbulents qui sont importants, mais ça va favoriser aussi du rayonnement onde longue qui va être important parce que quand on a de l'air qui est chaud, bien, ça va aussi émettre beaucoup de rayonnement infrarouge. Donc on a pu quantifier les flux de chaleur pour chacun des événements. On voit qu'on a une composition relative du bilan d'énergie qui se tient pas mal. Il y a de la variabilité, certes, d'un épisode à l'autre, mais globalement, on voit que ça se tient pas mal avec le rayonnement et les flux de chaleur turbulents qui dominent par rapport aux autres types d'énergie. On aurait pu penser que l'apport de chaleur par la pluie aurait joué un plus gros rôle, mais c'est un rôle qui est beaucoup plus modeste. Puis l'autre truc qui est intéressant, c'est remarquer certains patrons saisonniers. Quand on a des épisodes qui surviennent tôt en saison, bien, les flux de chaleur dans le sol, comme le sol est encore chaud, bien, vont contribuer davantage à des épisodes qui surviennent, par exemple, en mi-saison, où on a un couvert de neige qui est bien épais, un sol qui est plus froid. Et puis, l'apport d'énergie s'est déjà fait plus tôt en saison. Et finalement, vers la fin de saison, on observe un rôle plus important du rayonnement. Parce qu'on a des journées qui sont plus longues, davantage de rayonnement ondes courtes. On a aussi des températures plus élevées, donc un rayonnement ondes longues qui est plus grand. Là, bien, ce qu'on peut faire pour faire un lien avec les travaux d'Alexis, c'est ce qu'on peut dire, OK, chacun de ces épisodes-là, puis là, vous remarquez, en fait, là, celui-là, le plus gros, c'est celui de décembre 2023, là, avec les 105 mm. On peut catégoriser ça selon notre stratégie là, de rivière atmosphérique forte, faible ou l'absence de rivière atmosphérique. Puis on peut s'intéresser au bilan d'énergie spécifiquement durant les deux épisodes les plus forts. Donc, l'épisode de 105 mm là, qui nous a amené une rivière qui est lié au passage d'une rivière atmosphérique forte, et l'épisode de 71 mm là, qui est associé au passage d'une rivière atmosphérique faible. Et on voit encore là que pour ces épisodes-là, ben, c'est vraiment le rayonnement et les flux de chaleur turbulents. Puis ça fait bien écho ici aux conditions plus chaudes, plus venteuses et plus humides en présence de rivières atmosphériques. Ce sont ces apports d'énergie-là qui sont dominants. Dimitri, ce qui est intéressant dans le cadre de ses travaux, c'est que pour chacun des événements, il s'intéressait à regarder c'était quoi l'apport total d'énergie à chacun de ces trois sites. Donc, jusqu'à maintenant, on s'est intéressé au site de coupe récente, le site de milieu ouvert. Et on voit que c'est à ce site-là où on a le plus grand apport total d'énergie pour chaque événement de pluie sur neige, puis quand même de beaucoup, alors que quand on est dans la trouée forestière, quand on est sous la canopée, on a un rayonnement qui est moindre. On a des vitesses de vent qui sont moindres, donc l'apport par rayonnement, l'apport par flux turbulent est vraiment réduit. Donc, ce qui fait qu'on va avoir une réponse hydrologique qui va être davantage modérée du côté des trouées forestières et de la canopée par rapport à notre zone de coupe récente où on a plus d'énergie, donc plus d'énergie qui est disponible. Puis, fait intéressant, là, j'ai juste positionné ici les apports totaux d'énergie en lien avec le passage des deux événements les plus extrêmes qu'on a observés. Donc, le 105 mm en décembre, où on avait un petit peu moins d'énergie observée que celui qui est survenu en fait en avril, la rivière atmosphérique faible. C'est associé notamment à la durée de l'événement puis au moment de l'année où ça survient. Mais globalement, ce que ça montre aussi, c'est que l'occupation du sol a un rôle important à jouer dans tout ça. Ça m'amène à la dernière question de recherche qui va être couverte pour la présentation aujourd'hui. Donc, le rôle du passage de rivières atmosphériques dans les inondations en présence de glace au Québec. Donc, ça, ce sont des travaux qui sont menés par Benjamin Bouchard. Benjamin, dans le cadre de travaux qu'il effectue ici à titre de professionnel de recherche, Benjamin qui travaille aussi comme chercheur du côté d'Environnement et Changement climatique Canada. Ce sont des travaux en préparation là, pour une soumission dans les prochains mois. On va parler donc des inondations en présence de glace. Les inondations par en bac de glace, c'est assez connu au Québec. On sait que ça va survenir, notamment lors de redoux, lors d'épisodes de pluie. On a une photo ici qui nous vient du côté du centre du Québec. Là, la rivière Bécancour, en mars 2026, avait connu donc des redoux importants de la pluie. On a un embac de 3,5 km qui s'était formé
qui avait engendré plusieurs fermetures de routes, des travaux d'urgence aussi. On s'est intéressé au lien entre les inondations en présence de glace et les rivières atmosphériques. Pour ce faire, Benjamin, lui, s'est intéressé donc à mettre en commun plusieurs bases de données, dont une qui a été donc assemblée pendant plusieurs années là, par l'équipe ici à l'Université Laval, qui est pilotée par François Anctil. On a Marc-André Bourgault qui est impliqué aussi. Je suis légèrement du côté du projet qu'on appelle REXFI, où on veut croiser des données du ministère de la Sécurité publique du Québec en lien avec des demandes d'aide financière liées au sinistre, donc à des inondations. On croise ça avec des débits qui sont observés dans des cours d'eau à proximité pour identifier des inondations à l'échelle municipale. Donc, on croise cette information-là avec des observations dans le bac de glace qui sont effectuées par le ministère de la Sécurité publique. Benjamin, dans le cadre de ses travaux, s'est aussi intéressé à la présence de rivières atmosphériques avec la même base de données que j'avais présentée tout à l'heure, la base de données EDARA. Et pour regarder les conditions hydrométéorologiques donc durant ces épisodes-là, on a regardé aussi donc la base de données des débits reconstitués de l'Atlas hydroclimatique du ministère de l'Environnement du Québec et des données de la réanalyse canadienne là, pour l'équivalent d'eau de la neige, la précipitation et la température de l'air. Donc, on entre de nouveau dans les résultats. La période à l'étude, dans le cadre des travaux de Benjamin, c'est de 1990 à 2022. Puis on a ici, Benjamin se concentre sur le sud du Québec. On a une répartition spatiale des événements dans bac de glace. Donc, on en a 647 observations dans bac de glace sur la période qui n'ont pas mené à des demandes de réclamation, donc des inondations sans dommages, on peut dire. Et ça, on voit que ça couvre quand même une grande partie du Québec méridional. Mais on a aussi des inondations en présence de glace dans la base de données qui ont mené à des demandes d'aide financière, donc qui sont associées à des dommages. Et on voit que ce n'est pas seulement donc, sur la rivière Chaudière, la rivière Sainte-Anne, la rivière Saint-François, c'est beaucoup plus vaste. On en a en Gaspésie, on en a au Saguenay, au lac Saint-Jean et ailleurs. On a une répartition temporelle des événements ici. Ce que vous voyez, en fait, ce sont les mois de novembre à mai, les différentes années qui sont présentées, le nombre d'embacs de glace observés par année. Et on a les périodes où on a des inondations en présence de glace qui ont mené à une demande d'aide financière qui apparaissent ici comme des carrés rouges. Et on voit donc les inondations en présence de glace tendent à survenir au printemps, mais ça peut survenir aussi n'importe quand entre décembre et mai. L'autre chose qui est intéressant, c'est de regarder, OK, sur les 730 embacs de glace, donc ça inclut celles qui n'ont pas d'inondation et celles qui en ont, on a 83 donc, inondations en présence de glace qui ont causé des dommages. Et là-dessus, on a une grande proportion des inondations en présence de glace, donc 90%, et une grande proportion aussi des embacs de glace, 80%, qui étaient associés au passage d'une rivière atmosphérique dans les 3 jours précédents. Donc, les rivières atmosphériques jouent un rôle sur la formation d'embacs de glace. Ça a été le cas en janvier 2018, rivière atmosphérique de catégorie maximale qui survient ici, formation de 30 embacs de glace, plusieurs inondations à Québec dans le quartier du Berger-les-Saules. Là, on avait eu une intervention importante de plusieurs résidents qui avaient été évacués. Ça m'amène au dernier graphique de la présentation, mais c'est le plus compliqué à expliquer, donc j'espère que vous allez être capable de me suivre. Je vais y aller vraiment étape par étape parce que je trouve ce graphique-là extrêmement riche et intéressant. Donc, on a le transport intégré de vapeur d'eau en fonction de la durée de la rivière atmosphérique. Ce qu'on voit, en fait, c'est le passage des rivières atmosphériques entre novembre et mai de 1990 à 2022. Chaque fois qu'il y a une rivière atmosphérique, ça apparaît comme un point. Chaque point, c'est lié au passage de la rivière atmosphérique. On voit qu'il y en a eu beaucoup quand même durant la période. Dès qu'il y a une formation d'embac de glace, le point va prendre un diamètre un petit peu plus important. Plus le point est gros, plus il y a d'embac de glace associé au passage de la rivière atmosphérique. S'il y a une inondation avec dommage, alors le cercle va être en rouge. Donc, vous voyez l'étoile ici, ça correspond à l'épisode de janvier 2018. Vous remarquez aussi qu'il y a 2 couleurs.
Ça, c'est lié aux conditions initiales de l'événement. Donc, les températures dans les 20 jours précédant l'embarque de glace, si on avait des températures moyennes entre moins 25 et moins 5, ça apparaît en bleu, et entre moins 5 à 5, ça apparaît en jaune. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que, puis là, Benjamin, mais, suivez ses travaux, notamment à RHQ, là, il y aura plus de détails, mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est lorsqu'on regarde les points bleus ici, ceux qui sont associés à des inondations vont tendre à survenir en raison du passage de rivières atmosphériques de forte intensité avec un transport intégré de vapeur d'eau qui dépasse un seuil de 600 kg par mètre par seconde. Donc, en conclusion, on a discuté de rivières atmosphériques, puis on en a une belle ici en arrière-plan. Donc, bande longue et étroite de transport intense de vapeur d'eau. On a vu que pour les épisodes de pluie sur neige, la grande majorité était causée par des rivières atmosphériques dans ceux qu'on a analysés, là, qui étaient survenus en 2016 et 2024 au Québec, qu'on avait des conditions qui étaient plus chaudes, plus humides et plus venteuses en période au passage des rivières atmosphériques, que ça stimulait la fonte, puis que c'était les rivières atmosphériques qui survenaient en début de saison qui tendaient à être les plus fortes, puis on avait un effet d'amplification aussi en lien avec la présence de neige au sol. Du côté des moteurs de la fonte en lien avec le passage de ces événements-là, on a vu importante fonte dominée par les flux de chaleur turbulents et rayonnement. Cette fonte-là va s'ajouter évidemment à l'eau de pluie. On a vu qu'il y avait plus de fonte dans les milieux ouverts qu'en présence de végétation. Puis, pour les inondations en présence de glace, bien, elles sont fortement reliées au passage de rivières atmosphériques. Puis en période froide, bien, ça tend à être lié au passage de rivières atmosphériques là, qui vont être de forte intensité. Quelques défis. Donc, c'est un sujet de recherche que je trouve vraiment fascinant. Nous, on n'a pas regardé les tendances historiques dans le passage de rivières atmosphériques. On n'a pas regardé l'impact des changements climatiques. Mais on veut utiliser nos travaux pour aider à améliorer la robustesse des outils prévisionnels là, en lien avec le passage de ces épisodes-là. Donc, ça explique un petit peu vers où on s'en va avec tout ça. Je vais juste dire que si vous êtes intéressé par les travaux que vous avez vus aujourd'hui, on est toujours intéressé par les bons candidats. Là. Je m'adresse peut-être aux étudiants potentiels dans l'auditoire. Donc, allez visiter notre site web hydronord.ca. On a vraiment une belle équipe, là, puis on fait des travaux vraiment intéressants, vous verrez. Puis finalement, je vous remercie de votre attention, mais avant, je voulais profiter de ma tribune pour lancer un appel à tous. Si vous reconnaissez l'individu sur cette photo, sachez qu'il est recherché pour sabotage de dispositifs expérimentaux. Merci beaucoup. Merci vraiment, Daniel. C'était une excellente présentation, là. C'était vraiment super. C'est ça. Fait que si jamais vous avez des questions en ligne, vous pouvez les écrire dans la conversation. Sinon, on peut commencer aussi dans la salle. Fait que vous avez juste à lever votre main, Dom, puis maintenant après. Merci, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je me demandais dans les rivières atmosphériques, là, comme le petit film que vous avez montré, ça semblait être deux systèmes qui se joignaient, dans le fond, qui faisaient une grande rivière. On avait un clipper, un système qui montait le long de la côte. Est-ce que c'est toujours le cas, dans le fond? Lorsqu'on a vraiment une rivière atmosphérique qui est très, très intense, ben, c'est des systèmes qui se rassemblent, dans le fond, qui proviennent de différentes trajectoires. Bon, là, je me doutais que j'allais avoir des questions de type météo. J'ai quand même un background en sciences atmosphériques. Puis oui, on a remarqué que pour certains des épisodes intenses comme ça, il y avait, si on veut, une fusion de deux systèmes, mais je n'ai pas conduit d'analyse systématique. Moi, je trouve en fait, c'est aussi un appel à tous, pas juste pour retrouver l'orignal, mais aussi pour, est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés à étudier ces questions-là? Avec des angles d'attaque différents. Nous, notre angle d'attaque était davantage du côté de l'hydrologie. Mais effectivement, puis je ne sais pas, peut-être je peux revenir éventuellement juste, c'était au début, hein, l'animation, on le voyait bien. Je pense que c'était plutôt celui de 2018, est-ce que je me trompe? La slide de 38, je pense. Oui, c'est ça.
Est-ce que vous voyez encore mes Mais diapos? c'est pas grave. Si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. J'étais juste curieux de voir si vous aviez. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous voyez encore mes diapos ou ça a arrêté le partage? Non, non. OK. D'arrêter le partage. OK, je vais me remettre en partage. Mais ouais, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, mais je pense que c'est un truc qui devrait être étudié. C'est la réponse courte. C'est d'ailleurs vraiment étonnant que l'impact du ruissellement d'une rivière atmosphérique ne provienne pas de la pluie, mais de la turbulence. Bref, commentaire. Ah, OK, oui, attention, il faut distinguer deux choses. Ça, c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Quand on regarde le ruissellement potentiel, il y a une composante qui est associée à la fonte, puis il y a une composante qui est associée à l'eau de pluie. L'eau de pluie a joué un rôle là, au niveau du bilan de masse, l'eau de pluie a joué un rôle. Là où je dis que son rôle est moindre, c'est du côté de la fonte. Donc, le transfert de chaleur qui est dû au fait qu'on a de l'eau avec assez chaude de pluie qui rentre en contact avec la neige, ça, cette contribution-là est moindre que les flux turbulents. OK, merci. Je ne t'avais pas parlé. Merci. Hélène. Merci pour la présentation. Puis je prendrais au bon la question de Dominique. Peut-être plus que des Clippers. Je pense que je soupçonne que c'est la fin de la saison des Colorado Lows. Puis les systèmes là, de la côte est américaine. Puis je soupçonne là-dedans, puis c'est là ma question, puis peut-être plus une piste pour le futur, c'est le rôle des anomalies de température de la mer, principalement dans la mer des Caraïbes, ce qui alimenterait les Colorado Lows qui bénéficient de cet apport. C'est essentiellement ça qui démarre le début de la rivière atmosphérique. Puis, peut-être un peu plus accessoirement dans l'Atlantique aussi. Puis ces anomalies-là, en fonction de la progression de la saison, vont changer aussi. Puis ça donnerait peut-être une piste sur l'intensité avec le temps là, à la fois de l'intensité de la rivière, des quantités de pluie qui vont être disponibles, puis aussi peut-être les conditions de température aussi qui vont arriver sur les régions touchées. Et je me demandais si vous avez déjà un peu exploré la question des températures de la mer qui sont à la source des rivières. Oui. Ben, Clarence Gagnon, j'y ai fait référence en début de présentation. Elle a fait son mémoire de maîtrise. D'ailleurs, elle avait présenté au Symposium Ouranos. Elle a fait son mémoire de maîtrise sur les trajectoires typiques de tempêtes ayant mené à des inondations au Québec. Puis on s'est penché à la fin de son travail sur les rivières atmosphériques. Mais c'est un travail qui n'était pas du tout complet, c'était exploratoire. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. On n'a pas évidemment regardé l'impact des anomalies du côté de la mer des Caraïbes et tout. On n'a pas regardé ça, mais je sais que ça a un rôle important. Puis le lien avec les trajectoires des tempêtes, Colorado Lows et compagnie, je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais encore une fois, ce n'est pas l'angle d'attaque qu'on a mené dans le cadre de la recherche présente, mais ça serait intéressant de s'y pencher, je pense. On l'a un petit peu fait dans le cadre des travaux de Clarence, mais de façon exploratoire. Oui, David. Salut, Daniel. Ah non, pas une question, David. C'est des questions difficiles, ça. Oui, je t'écoute, David. Avec les données que tu as, est-ce que tu serais capable de déterminer une hauteur de neige qui permet de protéger contre le ruissellement dû à la fonte? Autrement dit, j'ai l'impression que si tu as suffisamment de neige, ça va l'absorber, ça va rester gelé dans le parc. Là. Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est une super bonne question. Attends un petit peu, je vais essayer de revenir à un graphique qui pourra peut-être être pertinent pour appuyer ça. C'était celui-là ici, en fait. C'est super intéressant ce que tu poses comme question. Il me semble que de mémoire, Alexis avait remarqué un comportement par seuil, parce qu'il y a déjà des versions de ce graphique-là où je me souviens qu'il y avait un seuil, on considérait couvert de neige mince versus épais, puis la réponse hydrologique n'était pas la même. Je me demande si c'est pas autour de 100-150 mm. Je sais qu'Alexis devrait être en ligne. Alexis, est-ce que tu peux confirmer?
Il est peut-être en plus. Oui, il a écrit 100. Effectivement, il confirme OK, que c'est OK. 100 millimètres. Donc environ une centaine de millimètres. L'autre chose aussi, c'est pas juste la hauteur de neige, mais sa température. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas trop présenté, mais avant de pouvoir faire fondre la neige, il faut la réchauffer à 0 degré Celsius. Fait qu'un couvert qui est froid, disons, on prend 100 millimètres, là, mais 100 millimètres à 0 degré Celsius, puis 100 millimètres à moins 20 degrés Celsius, pas du tout la même réponse. Donc, davantage de chances d'avoir une atténuation en présence d'un couvert qui est froid parce qu'il faut d'abord amener la neige à 0. Fait que ça, c'est le contenu, le déficit calorifique de la neige. Là, c'est un aspect aussi important. Il n'y a pas juste la hauteur, il y a aussi la température de la neige. Merci. J'ai comme l'impression, pour faire du pouce sur là-dessus, que tu aurais un indicateur de risque dans un sens, là. Est-ce que, connaissant la taille typique des événements de pluie dans les rivières atmosphériques qui passent sur le Québec, tu pourrais dire on a un pacte dont la taille et la température protègent contre le ruissellement rapide ou non? Ouais, ben, tu sais, je pense que ça pourrait être un indicateur, mais disons très imparfait. Parce que, ben, comme tu le sais, puis comme la majorité des gens le savent, il y a des prévisions hydrologiques qui sont faites par le ministère de l'Environnement, puis on doit prendre en compte une multitude de facteurs. Un même épisode qui survient, disons, à un site qui est forestier versus agricole, les pentes, il y a plein, plein, plein de facteurs à tenir en compte. Mais oui, peut-être qu'on pourrait explorer des indicateurs de ce type-là. Moi, ce que je réalise, c'est que le début de saison, je reviens aux épisodes de décembre, là, mais c'est quand même des grosses inondations qui ont été observées. Fait que des systèmes forts sur un couvert de neige qui est plutôt mince, on a une réponse hydrologique qui est assez majeure, là. Fait que je pense qu'il y a du travail à faire sur ces épisodes-là de début de saison. Merci. Merci. Il y a des questions en ligne, mais en fait, il y a des gens de tes étudiants, je crois, qui sont en train d'y répondre, là. Et comme il est midi, ben c'est ça, je vais peut-être te laisser aller, mais merci encore vraiment pour cette excellente présentation. Puis donc, ceux qui ont posé des questions, je vous invite à regarder dans la bulle de conversation parce qu'il y a effectivement des réponses qui apparaissent au fur et à mesure que les questions sont posées. Fait que, ben, merci beaucoup. Puis, ouais, Merci de l'opportunité, ça a été un plaisir.